Madame, Monsieur, bonsoir. Après plusieurs reports et autres échecs, le Cameroun accueille du 9 janvier au 6 février la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au-delà des enjeux sportifs, les opérateurs économiques locaux espèrent profiter de l'événement pour faire du business dans un contexte marqué par un ralentissement de l'économie. Mais ces opérateurs ne devraient pas oublier une réalité aujourd'hui. À l'échelle de l'Afrique, par exemple, le sport n'est pas tout simplement créateur de richesse. Il ne contribue aux ressources du continent qu'à hauteur de 0,5% du PIB global contre une moyenne mondiale de 2%. Le sport reste donc un enjeu pour le développement socio-économique du continent africain, car ce ne sont pas les obstacles qui manquent pour freiner le développement de l'industrie du sport en Afrique. Entre le manque de moyens et parfois l'absence de volonté politique, les fédérations et les collectivités ne bénéficient tout simplement pas d'un soutien qui permettrait de faire du sport un levier économique et social, aussi bien au niveau amateur que professionnel. Le potentiel du sport en Afrique est certainement sous-exploité, mais le secteur présente des avantages et des opportunités significatives. Après avoir été une évidence pour les acteurs privés, cette affirmation semble devenir également pour les États africains. Comment rentabiliser la pratique sportive et la transformer en vecteur d'éducation, de santé et de progrès social? C'est ce que l'on va débattre ce soir en compagnie de mes invités, Karim Droné, fondateur du portail sportpro.ma et Abdelbasset El-Hajoui, professeur et chercheur en management du sport. Bonsoir messieurs et bienvenue à vous dans Question d'actu. Karim Droné, première question, donc deuxième CAN pour le Cameroun après celle de 1972. Parlons chiffres tout d'abord. 3 milliards de francs CFA, 4 milliards et demi d'euros ont été dépensés dans la construction des infrastructures camerounaises. Or, le pays est très endetté. Le taux d'endettement frôle déjà les 50% du PIB. Est-ce que vous pensez que l'organisation d'une telle compétition sportive de haut niveau pourrait avoir un impact positif sur l'économie d'un pays déjà endetté, surendetté? C'est vrai que dans un pays où la population, ou un tiers de la population gagne moins de 2 euros par jour, c'est évidemment des dépenses qui peuvent paraître parfois superflues. Le taux de rentabilité d'une Coupe d'Afrique des Nations est assez moindre finalement, à part l'infrastructure qui a développée, qui peut être éventuellement réutilisée par la suite, mais ce n'est pas franchement le cas pour cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque les stades resteront certainement vides après l'événement. Alors c'est vrai que sur le plan de l'image, en revanche, à l'international, c'est important pour le pays. D'ailleurs, le ministre camerounais des Sports le disait, cette CAN apparaît comme une activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. Donc, c'est pour permettre à ce pays de mieux se faire connaître à l'échelle du continent et aussi à l'international. Mais en termes de développement, le seul apport peut-être de cette CAN en dehors des infrastructures sportives, c'est peut-être quand même tout ce qui a été fait en matière de développement des infrastructures routières, ça c'est un plus, et également en matière d'infrastructures de santé et d'hôpitaux. Voilà peut-être le point de rentabilité de la CAN pour la population. Très bien. Une réaction, Abdelbasset El-Hajoui, professeur et chercheur en management du sport, sur justement ce que l'on pourrait attendre comme retombée de l'organisation de cette CAN au Cameroun. Bon, ce qu'on peut bien sûr espérer d'une organisation d'une compétition continentale comme la CAN, c'est comme a dit Karim Droné, donc c'est le développement des infrastructures, que ce soit routières, les infrastructures de base, les infrastructures comme les hôtels, les centres de santé, etc. Mais pour les pays généralement africains, au niveau économie, au niveau business, il n'y a pas grand-chose donc à gagner, mais c'est surtout on peut dire en termes de cohésion sociale, une telle compétition, ça permet de créer
bien sûr un climat social serein au sein de ces pays qui sont toujours mouvementés et toujours instables politiquement. Absolument. Politiquement. Et aussi, ça permet aussi, on peut dire, aussi de booster l'image du pays organisateur à l'échelle mondiale. Et là, je reviens sur la déclaration de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise, qui a dit maintenant c'est l'occasion pour prouver au monde ce qu'on est capable de faire en tant que continent africain. Est-ce que vous pensez que justement la CAN embellit-elle cette image du foot africain? Et si oui, comment? Oui, bien sûr, parce que c'est l'une des prestigieuses compétitions, donc à l'échelle, on peut dire à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, à part la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe des Nations. Donc ça vient pratiquement en troisième rang à l'échelle, si on fait un classement des grandes compétitions grandioses à l'échelle mondiale. Donc la compétition, on peut dire, de la CAN, il vient en deuxième, on peut dire en deuxième rang, ou bien en troisième rang, après ces deux compétitions prestigieuses. Et en termes, bien sûr, en termes d'image, en termes de notoriété, en termes aussi de rayonnement, ça permet aussi aux pays organisateurs, bien sûr, de se mettre en évidence et aussi de mettre en évidence son potentiel, que ce soit le potentiel économique, le potentiel social et le potentiel culturel. Et lorsqu'on parle des compétitions comme la Coupe du Monde, comme la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique, ça aussi, ça permet aussi de drainer, on peut dire, pas seulement des touristes, pas seulement des spectateurs qui viennent des autres pays pour bien sûr, pour assister au match, mais c'est aussi aux investisseurs pour découvrir les opportunités d'investissement dans ce pays. Donc c'est un moyen aussi qui permet de drainer ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, et aussi ça permet aussi de créer ce qu'on appelle de l'emploi. Si en Afrique c'est mal exploité, c'est sous-exploité en termes, bien sûr, en termes de business et au niveau économique, parce que le sport, il ne contribue à peine, comme vous l'avez signalé au départ, donc à peine 5%. 0,5%. Un pays comme le Maroc, c'est voilà 0,5%, mais dans les pays développés, ça dépasse les 2% du PIB. Un pays comme le Maroc, selon la dernière étude qui a été effectuée par l'OCDE, l'organisation OCDE ici au Maroc en 2019, c'est à peu près 1,1%. Donc c'est le vrai double quand même de la moyenne continentale, mais la moitié de la moyenne mondiale. Oui, alors nous allons y revenir en détail, professeur El-Hajjoui, mais avant, Karim Droné. Donc aujourd'hui, bon, bien sûr, le Cameroun devait déjà organiser cette CAN il y a 2 ans, mais ça lui a été retiré au profit de l'Égypte parce que le pays n'était tout simplement pas prêt. Est-ce que vous pensez que, puisqu'on parle d'image, n'est-ce pas, d'image du pays, selon vous, le fait d'avoir enfin réussi à organiser cette compétition devrait plutôt arranger cette image qui a été un peu entachée parce que eh bien, les projets n'ont pas été aboutis à temps pour accueillir cet événement déjà en 2019? Très certainement, en tout cas, ça redore évidemment le blason du Cameroun, puisqu'ils ont pu quand même organiser cette CAN avec une année de décalage. C'est vrai qu'il y a eu quelques tergiversations sur la préparation du stade d'Olembe qui devait accueillir justement la cérémonie d'ouverture. Il y avait un doute sur la faisabilité de la mise en route de ce stade. Finalement, ça s'est fait et ça c'est rassurant. C'est rassurant pour l'image du pays qui est donc qui prouve qu'il a quand même la capacité de pouvoir réagir très vite et de se mettre au diapason des normes exigées par les instances du football international. Moi, ce que je voulais dire quand même en termes d'image par rapport à cette Coupe d'Afrique, c'est que on a aussi beaucoup parlé que cette retransmission télévisée, par exemple, avait été étendue pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 150 pays dans le monde qui reçoivent les images de cette Coupe d'Afrique, sans parler de tout ce qui se passe sur Sion. Justement, en termes de réseaux sociaux, c'est quand même important aussi pour les communautés sportives africaines, puisque si on regarde un petit peu dans le classement, on a 3 en termes d'audience. L'Algérie qui compte à peu près 4 millions de personnes dans la communauté des réseaux sociaux, suivi de l'Égypte avec 3,4 millions, et le Maroc qui est en 3e position avec un peu plus de 2 millions
de personnes connectées donc avec l'équipe nationale. C'est plutôt bien, et c'est bien aussi pour le Cameroun parce qu'il a quand même une communauté d'un peu plus d'un demi-million, presque 600 000 personnes, communauté en permanence donc sur les activités des Lions indomptables. Donc là aussi, il y a certainement une valeur ajoutée, et en tout cas, c'est rassurant, comme je le disais, de pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique. On peut dire quand même dans de bonnes conditions. Ce qu'on a vu sur cette presque première semaine, ces 4 premiers jours, c'était plutôt alléchant. On a vu du jeu. Et ce que j'en déplore quand même, c'est l'absence du public. Et là, je pense que les contraintes sanitaires liées au Covid-19 ont dû restreindre considérablement les perspectives de billetterie pour les organisateurs de cette Coupe d'Afrique au Cameroun. Oui, Covid qui a déjà retardé, n'est-ce pas, l'organisation d'une année. Là, déjà, cette CAN aurait dû être organisée en 2020, mais à cause de la Covid-19, elle a été retardée pour 2021. Bon, alors on parle aussi de rentabilité avec vous, Abdelbast El Hajjoui. Comment rentabiliser les stades après cette compétition ? En sachant bien sûr dans un contexte où, vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, l'industrie sportive ne tourne pas réellement à plein régime en Afrique. Oui, c'est une question qui a été toujours posée, même pour de grandes manifestations comme la Coupe du Monde. Je peux citer l'exemple du Brésil, où il y avait bien sûr, on peut dire, la demande de la FIFA qui a exigé l'accord aussi du Parlement, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est-à-dire les pays qui veulent organiser la Coupe du Monde, ils ne doivent pas se contenter seulement de l'aval, bien sûr, du gouvernement local, mais aussi maintenant, on peut dire, de l'accord des représentants, bien sûr, du peuple, à travers l'aval et l'accord du Parlement. Pourquoi ? C'est pour éviter ces manifestations qui peuvent, bien sûr, se produire par la suite, après l'organisation d'une Coupe du Monde ou bien d'une Coupe continentale. Pour l'Afrique, maintenant pour l'Afrique. L'Afrique, c'est vrai qu'il y a un potentiel, comme on a dit tout à l'heure, il y a de l'engouement populaire. Il y a, même en termes de médiatisation, ça reste, on peut dire, sous-exploité, mais pour bien sûr rentabiliser une enceinte sportive, il faut la rendre bien sûr comme une arena, comme ce qui se passe ailleurs en Europe. Parce que l'arena, c'est une installation sportive qui est dynamique tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'activité économique, il y a toujours, on peut dire, ce qu'on appelle le merchandising, il y a des shops, il y a des magasins, il y a des hôtels, c'est vrai, le pouvoir d'achat africain, c'est pas le même qu'ailleurs. J'allais vous interpeller là-dessus. Oui. Parce qu'à titre comparatif, je veux dire, si on prend le pouvoir d'achat de pays du Nord, il est largement supérieur à celui du Sud. Est-ce que on ne devrait peut-être pas aussi repenser ce merchandising et l'adapter aux populations des pays africains ? Oui, exactement. Et la preuve, c'est qu'on trouve de grandes enseignes, bien sûr, européennes et internationales qui viennent de s'installer ici en Afrique, surtout dans les pays soi-disant en avance par rapport aux pays subsahariens. Je cite le Maroc, l'Égypte, les pays maghrébins et surtout l'Afrique du Sud. Et bien sûr, c'est pour bien sûr profiter de ce potentiel économique qui existe. Et en même temps, on peut dire, c'est une locomotive pour ces enseignes. Et c'est un vecteur aussi pour se développer en Afrique. On sait qu'il y a un potentiel, mais pour le moment, il faut commencer par des pays qui sont dans le pouvoir d'achat est plus ou moins important que les pays subsahariens pour viser par la suite ces pays. Et ça existe pas seulement pour le merchandising, même pour les autres aspects du sport business, à savoir le naming, à savoir tout ce qui est billetterie, tout ce qui est trading des joueurs et bien sûr tout ce qui est aussi droit TV. Et maintenant, si on veut citer des exemples, on peut citer l'exemple de Houria Conakry, on peut citer l'exemple de TP Mazembe, qui sont bien sûr, qui sont détenus bien, qui sont dont les propriétaires sont des businessmen. Si on prend l'exemple de Houria Conakry, l'équipe guinéenne qui est bien sûr dirigée par un président et un propriétaire qui est aussi on peut dire un manager du sport, et c'est quelqu'un qui détient une boîte en sport business et en marketing, et qui a aussi une société qui œuvre dans tout ce qui est paris sportif. La même chose pour le Richard. Donc en fait, ce que vous dites, c'est en fait, ce sont des personnes qui ont pensé à
à faire du sport une niche de croissance à travers l'entrepreneuriat? Pour la simple raison, c'est que l'État, maintenant les États africains, ils n'ont pas une vraie politique publique sportive, c'est-à-dire il n'y a pas une vraie vision politique vis-à-vis du sport pour en faire un vrai vecteur de développement économique et social. Et c'est pour ça on trouve bien sûr ces initiatives privées de la part bien sûr de certaines personnes qui ont les moyens pour se procurer, pour s'acheter des clubs, et aussi pour en faire ces clubs, on peut dire, une vecteur de développement économique et social à l'échelle locale et à l'échelle territoriale. Une réaction, Karim Droné, par rapport à d'abord cette question de rentabilité des infrastructures sportives, mais pas que, parce qu'il y a tout un écosystème, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'infrastructures routières, de santé, mais aussi sécuritaire, sans oublier bien sûr celles sportives. Donc comment les rentabiliser davantage? Peut-être quelque chose à ajouter à ce qui a été dit par Abdelbas El-Hajjoui, et aussi sur l'entrepreneuriat. Vous en connaissez un chapitre, n'est-ce pas, sur l'entrepreneuriat dans ce domaine sportif. Mais nous allons tout d'abord élargir sur le plan, l'échelle continentale. Nous reviendrons en deuxième partie de cette émission sur le cas Maroc. Alors moi, ce que je voulais juste compléter peut-être aussi par rapport au professeur Hajjoui, c'est qu'il y a un bel exemple de réussite dans le monde sportif. C'est le président de la Confédération africaine de football, CP, qui est quand même à la tête d'un des plus grands clubs sud-africains, Sandoz. Et donc il a fait fortune, peut-être avec ce club-là entre autres. En tout cas, ça lui a permis de se faire connaître sur la scène continentale et internationale. Donc c'est déjà un point positif. Maintenant, en termes de rentabilisation des infrastructures, j'ai encore quelques doutes parce qu'on a pu constater ces dernières années un affaissement de la qualité sportive dans les clubs, notamment de football africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est plutôt les pays d'Afrique du Nord qui émergent sur la scène continentale. Il suffit de regarder les derniers résultats de Coupe d'Afrique des clubs pour voir que les pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie se placent en première position, alors que beaucoup de clubs, comme les clubs camerounais, ont quasiment disparu de notre champ de vision. Alors là, il y a peut-être des efforts à faire. Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas relatif aussi, n'est-ce pas, Karim Droné, au fait que beaucoup de pépites, il y a la fuite des cerveaux, mais il y a aussi la fuite de pépites sportives de l'autre côté de la Méditerranée, mais pas que, mais aussi dans des pays du Golfe qui viennent recruter les jeunes talents africains du plus jeune âge d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que justement aujourd'hui il y a une véritable réflexion au sein des instances du football africain, notamment au sein de la CAF, pour redonner un peu plus de confiance dans le joueur africain et surtout le stabiliser en terre d'Afrique, parce que c'est important de garder ses ressources. Bon, c'est vrai, c'est bien aussi qu'ils partent à l'étranger, se bonifier, faire connaître justement tous les talents qui puissent exister en Afrique, mais le football africain a besoin aujourd'hui de ces joueurs chevronnés, ou au moins des joueurs qui peuvent apporter vraiment de la qualité de jeu, et on a ces talents-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est surtout au niveau de la formation et des structures qui vont accompagner le joueur tout au long de sa carrière, et là encore se pose la question de l'argent, parce que gagner un salaire dans un club qui évolue à Yaoundé ou à Dakar, ce n'est pas le même salaire que vous allez avoir lorsque vous évoluez en Europe. Donc là, il va falloir peut-être, ou au Qatar, évidemment. Donc dans ces conditions-là, c'est difficile de retenir les joueurs lorsqu'il y a évidemment des ponts d'or qui se dressent devant vous à l'étranger. Donc ça, c'est vrai, c'est une vraie problématique. Mais justement, à travers des événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, on se pose des questions aujourd'hui par rapport à tout ça. Et je prends l'exemple du Cameroun, qui est en parallèle de cette Coupe d'Afrique, est aujourd'hui en train de mener une véritable réflexion sur comment réorganiser justement son football. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, bon, il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, Karim Droné, pourquoi, malgré cette volonté politique, on ne met pas le paquet, on ne débloque pas de budget nécessaire, soit-il pour les fédérations, pour les clubs ou pour la formation, en sachant que, on l'a dit en introduction de cette émission, le football est fédérateur, le football est stabilisateur, est un réel stabilisateur social, c'est une réalité depuis plusieurs décennies maintenant,
Maintenant, qu'est-ce qui cloche? J'imagine quand même que les décidants africains sont conscients de tout cela. Pourquoi alors ça n'avance pas à la vitesse qui puisse en faire réellement non seulement un levier, mais tout simplement un espèce de stabilisateur social, mais aussi un bon débouché d'éducation pour la jeunesse africaine? Débouchés d'éducation et aussi d'emploi pour la jeunesse africaine. Et là, je pense que ça va être un problème de volonté politique. C'est un petit peu ce qui se passe pour le monde de la culture. C'est toujours le parent pauvre dans le budget de l'État, que ce soit dans n'importe quel pays africain. Le sport, c'est pareil. On ne mise pas là-dessus et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il y a de véritables potentialités à soulever grâce justement au développement de l'industrie du sport. On peut créer des emplois à travers l'industrie du sport. Parlons justement de cette industrie du sport. Quel est l'écosystème d'une industrie sportive qui réussit aujourd'hui? Écoutez, c'est une industrie qui est déjà bien implantée localement, qui apporte son savoir-faire. Moi, je prends l'exemple un petit peu d'un grand groupe de distribution d'articles sportifs, que je ne vais pas nommer, mais qui est déjà bien implanté notamment au Maroc, qui envisage aujourd'hui de monter une industrie du vélo au niveau du Maroc. C'est possible, on a les artisans pour le faire, on a le savoir-faire puisque on a déjà cette expérience dans le secteur de l'aéronautique et vous savez aujourd'hui dans le vélo de haut de gamme, eh bien, il y a des composants qui sont utilisés justement dans le secteur de l'aéronautique. Alors, il faut mutualiser un petit peu et créer des passerelles entre ces différents secteurs économiques qui prospèrent aujourd'hui, qui sont dans les nouveaux métiers, et pouvoir développer une véritable industrie du sport qui soit performante. On l'a également dans le secteur du textile, on a un savoir-faire. Eh bien, je pense qu'il y a des choses à développer à ce niveau-là. Et je pense qu'il peut y avoir de bons relais au niveau de l'écosystème aujourd'hui avec les plateformes de e-commerce qui se mettent progressivement en place, qui se développent, notamment au Maroc, avec l'apparition du dernier enseigne justement tout récemment. Ça veut dire qu'il y a un marché qui se développe au niveau notamment de tout ce qui est équipement pour la pratique du sport. Et là, je pense qu'il y a de véritables opportunités, non seulement parce qu'on a le savoir-faire, mais en plus parce que ça va véritablement déboucher sur des emplois. Et ça, c'est important. Très bien. Une réaction, professeur Hajjoui. Et pour revenir encore à cette CAN, comment cette compétition peut-elle développer ce foot africain? Est-ce que, comme l'a expliqué Karim Droné, il est clair qu'aujourd'hui, le niveau du foot africain n'est pas celui d'il y a 20 ans? Alors comment le fait d'organiser de telles compétitions sportives peut aider aussi à développer déjà le sport, avant de parler de l'industrie sportive, et aussi une question sur cette industrie sportive made in Africa? Oui, j'aimerais bien interagir avec Monsieur Karim Droné par rapport, on peut dire, les bienfaits et aussi si on veut parler on peut dire des acteurs de l'écosystème, que ce soit ici au Maroc ou bien à l'échelle africaine. Donc, l'écosystème, il est composé bien sûr des ligues, des clubs, des fédérations, d'un mouvement sportif chapeauté par un ministère de tutelle. Et bien sûr, lorsqu'on organise, donc je vais faire le lien entre les deux, on peut dire les deux items. Donc si on veut faire le lien entre bien sûr ces acteurs de l'écosystème avec le développement du sport à l'échelle nationale ou bien à l'échelle africaine, une telle compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une vitrine pour bien sûr la société, pour on peut dire pour le mouvement sportif et pour l'écosystème local. Et c'est une occasion, bien sûr, de se mettre en évidence pour, bien sûr, restructurer, réorganiser, bien sûr, la chose sportive, que ce soit au niveau politique ou bien au niveau, on peut dire, au niveau opérationnel. Et qui dit au niveau opérationnel, c'est-à-dire les pratiquants, c'est-à-dire les clubs, les fédérations, les compétitions, etc. Parce que le fait bien sûr d'organiser une telle compétition de telle envergure, ça pose aussi la question de comment, et d'ailleurs Droné l'a bien souligné, il a dit maintenant le Cameroun, il se pose la question comment restructurer le football camerounais. Donc déjà c'est une occasion pour se mettre en cause et pour aussi voir quelles sont les pistes
bien sûr, de développement du sport pour en faire un vecteur de développement économique, social et même politique. Pourquoi politique? Parce que le sport, comme vous l'avez signalé, c'est un stabilisateur et qui bien sûr, qui fédère, on peut dire, tout le monde autour d'un projet commun, autour d'un objectif commun. Et là, je peux revenir sur l'Égypte lorsqu'il a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Il a mis les mains et les pieds pour l'organiser. Pourquoi? Parce que l'Égypte, à l'époque, connaissait, on peut dire, un climat social assez mouvementé. Et bien sûr, l'État égyptien a beaucoup misé sur cette CAN pour apaiser un petit peu le climat social en Égypte. Donc tout ça, c'est pour vous dire l'effet magique du sport sur l'économie, sur le sport business, sur la société. Et aussi, lorsqu'on dit la société, c'est les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, à savoir la santé, à savoir la cohésion sociale, à savoir la création de l'emploi, l'amélioration de l'employabilité, tout ça. Aussi l'entrepreneuriat sportif, vous l'avez cité. Dans certains pays, si vous prenez par exemple maintenant le Maroc, l'entrepreneuriat sportif, il a pris, on peut dire, une ampleur assez grandissant. Et les gens ont commencé à croire au sport comme un créneau auquel on peut investir. Donc, on peut investir dans l'industrie, on peut investir dans le commerce, on peut investir. Quelles sont les niches d'investissement, justement? Vous êtes un spécialiste, n'est-ce pas, en management du sport. Quelles sont les pistes d'investissement dans le sport aujourd'hui? Oui, si on élargissait même au-delà du foot. Oui, un exemple concret, c'est que auparavant, les anciens joueurs internationaux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils prennent leur retraite? Ils créent ou bien ils investissent dans un café. C'était un projet, on peut dire, un projet identique pour tout le monde. Mais maintenant, ils investissent dans des académies, dans des centres de formation. Et c'est là où on a besoin de ces internationaux. Professeur Hejwi. Oui, exactement. Beaucoup d'anciens joueurs maintenant ont créé leur propre business dans le sport à travers soit des académies qui font la formation de jeunes pépites, et c'est là où on a besoin de ces anciens internationaux pour profiter de leur savoir-faire, pour profiter de leur expérience et pour profiter de leur vécu professionnel pour bien sûr le transmettre avec ces jeunes. Très bien. Alors, est-ce que, en termes de formation, justement, Karim Droné, quel est l'avenir aujourd'hui? Quel est l'avenir de la formation sportive en Afrique? Bien sûr, à la lumière de tous les éléments que nous venons de discuter, orientons-nous à venir, orientons-nous au futur, et quelles sont aujourd'hui les opportunités? Est-ce qu'il y a de grands clubs qui investissent aujourd'hui en Afrique pour dénicher justement les pépites, mais pas que, pour former ces jeunes talents africains? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de formation. Il y a un exemple que je voudrais prendre, c'est celui du basketball. Ce n'est pas pour rien, c'est que l'entraîneur américain de basketball a investi en Afrique avec la NBA Africa, et aujourd'hui une compétition interafricaine qui réunit des grands clubs et qui sont certainement une émulation pour les joueurs de basket. Il y a aussi des initiatives d'ONG, je pense notamment à Tibu Africa qui développe aujourd'hui des programmes et qui a commencé au Maroc, mais qui étend maintenant ses programmes à toute l'Afrique, justement pour l'inclusion sociale des jeunes par le sport. Et ça, c'est très important. On a une jeunesse, une population très jeune en Afrique et qui va croître au fil des années, et il faut absolument lui donner les soft skills pour pouvoir réussir dans l'avenir. Et le sport peut permettre justement cette éducation, pallier peut-être à des systèmes éducatifs défaillants dans certains pays africains. Justement, en mettant des initiatives comme de la sorte, on va aller plus proche du terrain, plus proche des jeunes, et leur donner justement des atouts, des outils pour pouvoir réussir dans la vie et pouvoir s'insérer notamment dans la vie professionnelle. Et ça, je pense que c'est de bonnes initiatives qui se développent aujourd'hui, qui vont certainement se développer encore plus dans les prochaines années, parce qu'il y avait véritablement une demande, il y a véritablement un besoin pour la jeunesse africaine. Mais outre l'absence, parce que oui, il pourrait se développer à l'avenir, mais il y a des obstacles qui persistent. Notamment, on a parlé d'absence de volonté politique, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui même, dans le management ou dans la gestion de la chose sportive, avec tous les scandales à répétition
qui entache l'image du sport aujourd'hui et notamment du football. Est-ce que vous ne pensez pas que ça constitue aussi un obstacle au développement, notamment pour un pays, pour un continent qui ne manque pas non plus de scandales financiers et de détournements de fonds et j'en passe? Oui, le continent africain n'est pas le seul à subir ce fléau de la corruption et justement de la mauvaise gouvernance aussi. Voilà, de la mauvaise gouvernance. Je pense que les instances du football en sont parfaitement conscientes. C'est d'ailleurs l'une des priorités du président Gianni Infantino, justement lorsqu'il a pris les rênes de la FIFA, c'est d'amener de la transparence et de la bonne gouvernance, et notamment sur le continent africain. L'arrivée de Motsepe avec des appuis comme Fouzi Lekja au sein de la Confédération africaine de football, ce sont des hommes qui sont convaincus que pour faire de bonnes affaires, il faut avoir un bon management, et je crois que les choses sont en train de bouger. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a des décennies de retard à combler, mais je pense qu'on y va sûrement, certainement, mais sûrement. Voilà. Très bien. Une réaction peut-être, Abdelbasset El-Hajjoui, avant qu'on passe au cas Maroc, pour qu'on parle justement de l'état du football chez nous et de l'économie du sport. Oui, avant de parler du cas Maroc, donc j'aimerais bien rebondir sur la mauvaise gouvernance à l'échelle africaine. Donc, comme l'a souligné Karim, c'est un héritage. C'est un héritage, mais les choses ont commencé bien sûr à changer en Afrique. Et la preuve, c'est que la professionnalisation, bien sûr, il impose la transparence et impose aussi la mise en place des mécanismes de la bonne gouvernance. Donc on ne peut pas parler d'un sport professionnel ou bien d'un football professionnel, que ce soit ici au Maroc, bien à l'échelle africaine, si on ne met pas bien sûr les bases et les mécanismes d'une bonne gouvernance. Et qui dit une bonne gouvernance, c'est déjà au Maroc le basculement des associations sportives vers des sociétés anonymes à caractère sportif. Ça va pousser bien sûr les dirigeants, les managers de ces associations, bien de ces clubs en général, d'être de plus en plus crédibles, de plus en plus transparents. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obligation, bien sûr, d'avoir des états de synthèse. On est dans l'obligation, bien sûr, de certifier, bien sûr, les comptes de ces sociétés qui vont être et qui sont, bien sûr, déjà créées. Mais c'est tout un process, bien sûr, on peut dire, de mécanismes qui permettent, bien sûr, d'instaurer, parce que la bonne gouvernance, c'est pas seulement on peut dire, le cahier de charge, c'est pas seulement le fait de créer une société anonyme, mais c'est un état d'esprit. Donc, c'est culturel, c'est un tas de choses qu'il faut, bien sûr, changer au niveau, on peut dire, au niveau de mentalité et au niveau aussi de culture, chez les dirigeants, bien sûr, africains. Très bien. Karim Droné, puisqu'on a basculé pour parler du cas Maroc, depuis les assises du sport à Srerat, c'était en 2008, il y a eu aussi la stratégie du sport national 2008-2020. Quel résultat? Quelle évaluation faites-vous, en tout cas, de cette stratégie et des recommandations de ces assises, lesquelles, d'ailleurs, je rappelle, donc, qui se sont tenues en 2008, où le souverain avait adressé une lettre avec des mots clairs pour refaire du sport ou redorer le blason du sport, comme vous le disiez plus tôt, ou tout simplement reconstituer cette image d'antan du sport national. Depuis les assises de 2008, il a fallu presque 10 ans pour aboutir à une loi, la loi 3009, oui, qui n'est certainement plus du tout adaptée au contexte actuel et qui devrait être certainement revue en profondeur pour pouvoir accélérer. Pourquoi? Alors, si on rappelait peut-être ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans cette loi 3009, Karim Droné. Il y a déjà un problème en termes de professionnalisation des clubs, parce que lorsqu'on voit les exigences de la loi 3009 par rapport à un club qui n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir se prendre un manager général, d'avoir toute une infrastructure, tout un staff derrière pour pouvoir continuer à vivre, à persister, eh bien, je pense qu'il y a des choses à adapter en fonction peut-être des budgets de chacun, parce qu'il y a certains clubs qui ne pourront absolument pas adhérer à cette loi 3009, tout simplement parce que matériellement et financièrement, ils n'en ont pas du tout les moyens. Donc, je pense qu'il y a des choses à revoir au niveau de cette loi, et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a plusieurs personnes dans le monde sportif
et notamment de présidents de fédération qui militent aujourd'hui en faveur d'une révision de la loi 3009. Il y a aussi un problème qui persiste toujours, c'est peut-être le manque de fermeté de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Sports, en l'occurrence, par rapport à certains privilèges qui persistent au sein des fédérations, des présidents qui sont toujours en activité, alors que, on le sait, on le voit, ils ne gèrent plus du tout la discipline pour laquelle ils ont été élus ou presque nommés, parce qu'ils sont là depuis 3 ou 4 mandats. Donc, là, il y a des choses à faire évoluer à ce niveau-là. Très bien. Une réaction, Abdelbast Hajoui, par rapport au sport national et par rapport aux résultats de la stratégie sport nationale de 2008 à 2020. Quelle évaluation en faites-vous? Bon, l'évaluation, il touche normalement on peut dire les 4 volets qu'a touché ou bien qu'a ciblé cette stratégie, qui sont les infrastructures, qui sont la formation, qui sont on peut dire les finances, et aussi tout ce qui est juridique, à commencer par la loi 3009. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour bien sûr passer aux créations de sociétés anonymes. Et le problème qui se pose aussi, c'est un problème aussi de formation, c'est qu'on ne peut pas gérer un football professionnel par des managers amateurs. Ça, c'est un sérieux problème. Si on veut vraiment professionnaliser notre sport, c'est qu'on doit avoir bien sûr des managers de haut niveau et des managers bien qualifiés, des managers bien formés. C'est vrai, l'État marocain on peut dire, a fait un effort louable en matière de formation, que ce soit au niveau public ou bien au niveau privé. Il y a une offre, bien sûr, de formation assez étoffée, que ce soit au niveau des universités maintenant, que ce soit au niveau de l'Institut Moulay Rachid, que ce soit au niveau des business schools aussi privés qui viennent de s'installer ici au Maroc pour fournir des formations spécialisées, des formations continues en management du sport, que ce soit en bachelor ou bien en master exécutif. Et aussi, un sérieux problème qui se pose, c'est la rentabilisation des infrastructures. C'est un problème qu'on a parlé au niveau de l'Afrique, mais qui se pose ici au Maroc. On a mis, bien sûr, on peut dire des sommes astronomiques pour construire des infrastructures de haut niveau, mais la question qui se pose, comment peut-on rentabiliser ces infrastructures? Et ça, c'est une grande question qui se pose sur la société maintenant, la Sonarges, qui gère les grands stades ici au Maroc, que ce soit celui de Tanger, d'Agadir, de Marrakech et celui de Fès. Et ces stades, ils restent déserts, on peut dire, toute la semaine, des fois 15 jours, pour attendre l'équipe locale jouer à domicile. La solution, c'est transformer en aréna, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut chercher on peut dire, d'autres sources de revenus à travers la mise en place, je ne sais pas, des shops, à travers aussi des magasins, à travers des hôtels. Si on a parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat africain, il reste, on peut dire, érodé par rapport à celui européen, mais les Marocains, bien sûr, il y a un potentiel. Lorsqu'on parle du Maroc, lorsqu'on parle de l'Égypte, lorsqu'on parle de l'Afrique du Sud, ces pays, bien sûr, ils ont, on peut dire, le citoyen, il a les moyens, bien sûr, pour se procurer, on peut dire, des équipements sportifs qui portent le logo de son club préféré. Ils peuvent aller au café, bien sûr, de son club préféré. Ils peuvent, je ne sais pas, réserver dans un hôtel qui porte le nom de son club préféré. Et c'est vrai, il y a d'autres problèmes lorsqu'on parle des équipements sportifs, et il y a aussi la question de propriété intellectuelle. Vous avez des ultras maintenant qui profitent du logo et de l'identité visuelle pour produire on peut dire des produits dérivés qui portent le logo, et ça c'est un problème aussi, on peut dire légal. Donc l'État doit intervenir bien sûr pour stopper, pour arrêter ce genre, bien sûr, de pratique. Pourquoi? Parce que ces clubs, ils sont, bien sûr, c'est un manque à gagner pour ces clubs. Si on veut, bien sûr, professionnaliser le sport, c'est pas seulement les infrastructures. C'est bien de se doter des infrastructures dernier cri, ultra modernes,
Ça, c'est bien, c'est la pierre angulaire de tout développement, mais il y a d'autres choses. C'est les finances des clubs qu'il faut bien sûr d'abord les assainir. Il faut aussi ce qu'on appelle le fair play financier, parce que maintenant les grands clubs, ils s'accaparent les meilleurs joueurs. Donc déjà, vous l'avez souligné lorsque vous avez parlé des clubs des pays de Golfe et des clubs qui ont les moyens pour se procurer les joueurs. Ça, c'est un sérieux problème, parce que un club qui a les moyens, il peut appauvrir ou bien affaiblir les autres clubs concurrents, et ça va impacter aussi, on peut dire, le niveau du championnat, le niveau de la compétition, parce qu'un club qui a les meilleures stars du championnat, ou bien les meilleurs joueurs qui achètent les meilleurs joueurs des autres clubs concurrents, bien sûr, c'est comme ce qu'on est en train de voir en Europe, le Manchester City qui domine le championnat d'Angleterre, la même chose pour le PSG, pour le championnat français, et ça, c'est un sérieux problème. C'est-à-dire, pour assurer, on peut dire, le spectacle, pour assurer l'égalité des chances entre les clubs, normalement, le fair play financier ne doit pas rester seulement un slogan, mais ça doit être respecté. J'ai envie de dire. Exactement. C'est une utopie, parce que bon, c'est la loi du plus fort. Exactement, exactement. Et on se trouve dans des championnats qui sont dominés par les riches, tout simplement. Et peut-être c'est le revers de la médaille du sport business. Okay. Si le sport business a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses, bien sûr, positives pour le sport, il a aussi, on peut dire, des choses négatives. Et parmi, bien sûr, ces choses, c'est que les riches, ils dominent, tout simplement. Naturellement. Karim Droné, bon, alors, les finances des clubs de sport, ce sont aussi, ont beaucoup souffert de cette crise Covid-19. C'est un peu comme le tourisme, puisqu'il n'y a pas l'espace de public pendant les compétitions, pendant les matchs. Est-ce que cette crise Covid n'a pas fait ou n'a pas mis aussi en lumière les défaillances d'un système qui était déjà mal au point? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette crise Covid-19 a mis en lumière justement la fragilité du système et de son économie. Je pense qu'il y a plein de choses à repenser à ce niveau-là. Il y a plein de choses aussi qu'on a ratées. Par exemple, si on voit les grands clubs marocains comme le Wydad ou le Raja de Casablanca, on a peut-être manqué le coach aussi au niveau du développement du merchandising. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques. On a pu capitaliser là-dessus bien avant. Je pense qu'il y a quand même eu quelques loupés, et je pense que cette crise Covid, on peut aussi en tirer aussi quelques bonnes choses, à savoir revoir un petit peu les pratiques et surtout le fonctionnement de cet écosystème sportif afin qu'il génère davantage de ressources financières, notamment pour les clubs, mais qui touche aussi à toute la société marocaine. Je pense qu'il y a tout le monde à y gagner en renvoyant un petit peu le schéma de ce système justement financier dans le sport qui à la moindre fragilité, surtout sur une crise sanitaire de l'ampleur de la pandémie du Covid-19, a mis sérieusement à mal tout le système. Il suffit de voir aussi les salles de sport qui ont fermé pendant plusieurs mois, des milliers de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans ressources. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir dans notre fonctionnement et dans le développement de notre écosystème sportif. Est-ce que vous pensez que, bon, alors il y a bien sûr la conjoncture, en tout cas récente, c'est la Covid-19, mais c'est aussi un nouveau gouvernement et un ministre aujourd'hui, ministre de l'Éducation nationale, préscolaire et des Sports, Chakib Ben Moussa. Est-ce que vous sentez que dans ce programme gouvernemental et avec un nouveau ministre à la tête de ce département central, ou deux départements en un du coup, l'éducation et le sport, les choses pourraient bouger, ou en tout cas il y a des prémices d'évolution positive? Écoutez, on va laisser le temps à ce gouvernement d'aller... il y a déjà 100 jours, parce que puisque les 100 jours approchent, entre journalistes, on se comprend sur cette échéance symbolique des 100 jours. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai été j'accueillis plutôt favorablement donc la composition de ce ministère qui associe à la fois l'éducation
et le sport. Ça fait longtemps qu'on le réclamait. Je pense que c'est la base des choses, hein, parce que le sport, c'est intrinsèquement dispenser des valeurs, c'est souder, donner la cohésion sociale. Je pense qu'il y a des rapprochements à faire et des points à adresser entre le monde du sport et celui de l'éducation. Et notamment, tout ceci pense... déjà, je trouve ça extraordinaire, Karim Droné, je me permets de vous interrompre. Je trouve ça extraordinaire qu'on ait aujourd'hui des programmes de sport-études au Maroc. Oui, ça commence à se développer. Et je pense qu'il va falloir aussi développer le sport scolaire. Et ça, peut-être le mieux l'encadrer, parce que autrefois, le sport scolaire, c'était le vivier des futurs talents. Donc pourquoi ne pas se retourner un petit peu dans le passé et essayer de donner un peu plus d'impulsion au sport scolaire qui certainement va apporter beaucoup, au moins pour la jeunesse marocaine. Ça va lui inculquer des valeurs, ça va lui donner aussi l'envie de la gagne, et ça c'est important. Ce sont des valeurs qu'on retrouve dans le sport et qu'on doit retrouver également dans tout le chemin de la vie d'un enfant à l'âge adulte. Oui, de fair play, comme on parlait de fair play financier, mais aussi d'apprendre le fair play, d'apprendre l'échec. Et ça, c'est parmi les soft skills, j'ai envie de dire, qui devraient être inculqués dès le plus jeune âge. Un dernier mot pour clore cette discussion, Abdelbast Hajoui. Bon, je vais commencer je vais terminer, pardon, on peut dire un souhait, c'est que espérons que bien sûr ce ministre et bien sûr qui siège dans le ministère ou bien le département gouvernemental qui gère bien sûr la chose sportive, qu'il rend bien sûr le sport la place qu'il mérite. Et d'ailleurs, le fait de lier le sport à l'éducation, c'est déjà une très bonne chose. C'est pas la première fois que le Maroc essaie d'avoir en un seul ministère l'éducation avec le sport. Déjà les premiers, on peut dire, gouvernements du Maroc qui ont succédé aux reines qui ont pris les commandes bien sûr du Maroc. Le sport était toujours, on peut dire, attaché à l'éducation. Pourquoi? Parce que le sport, il reste, qu'on le veuille ou non, une source, bien sûr, une source de valeurs éducatives qu'on peut imprégner aux citoyens de demain, parce qu'un enfant, c'est le citoyen de demain, donc auquel on peut imprégner, bien sûr, des valeurs comme vous l'avez cité tout à l'heure, des soft skills, donc tout ce qui est tolérance, tout ce qui est nationalisme, tout ce qui est esprit du challenge, goût du résultat, etc. Donc tout ça, c'est grâce au sport. Donc on aimerait bien que le sport essaie d'avoir sa place on peut dire, dans le nouveau modèle économique du pays, d'une manière générale. Du nouveau modèle de développement, d'ailleurs, ça a été cité parmi les recommandations de cette commission spéciale, qui était présidée, rappelons-le, par l'actuel ministre de l'Éducation nationale et du Sport, Chekib Ben Moussa. Et l'une des recommandations, c'était justement de faire du sport un levier socio-économique et d'éducation, comme on l'a répété plusieurs fois, bien sûr, c'est le cas du Maroc, mais de manière beaucoup plus globale de notre continent. Et pourquoi pas partager les expériences réussies un peu partout pour pouvoir faire de ce sport africain un véritable levier et surtout un véritable argument de rayonnement, de soft power africain dans le monde. Et on connaît bien sûr le pouvoir, le pouvoir du sport, soit-il sur les populations, mais pas que. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Karim Droné, fondateur du portail sportpro.ma, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Pareillement. Merci beaucoup, Adja. Et merci également au professeur Abdelbast Hajoui, professeur et chercheur en management du sport. Merci d'avoir enrichi cette discussion, professeur. Merci à vous et grand merci à Média TV et bon courage. Merci. Merci et bon courage à notre sport national et à nos lions de l'Atlas dans cette compétition de la CAN. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.